On avait défini les objectifs d'une telle façon que l'anthropologie symbolique que je faisais faisait pas vraiment partie de leur priorité, tu vois. Donc, j'étais marginalisé par la définition même des objectifs du département. Et j'aurais pu, en théorie, réagir à ça. Mais le problème, c'est toujours qui pourrait être au même côté, n'est-ce pas? Il y avait Yvan Simonis, il y avait Pierre Maronda, il y avait Saladin l'anglais, n'est-ce pas? Il y avait aussi Chantal Collard. Et je pense que c'est plus ou moins ça. Donc, il y avait un groupe de 5 personnes, moi inclus, n'est-ce pas, qui auraient pu défendre une position plus positive mais les aspects de l'anthropologie structurale, entre symbolique et plusieurs autres mouvements de ce type. Mais il n'y avait pas assez de convergence entre les points de vue de nous 5, n'est-ce pas? De différents. Alors, avec Pierre Maronda, bon, il y avait le lien. Alors, il y avait les liens avec Lévi-Strauss, mais il y a plusieurs façons différentes de définir Lévi-Strauss. Et aussi, il y avait une sorte de combat assez négatif autour de Lévi-Strauss en cette période-là, partout en Amérique du Nord. Et si j'avais été très actif à organiser quelque chose avec les 4 autres, peut-être j'aurais pu obtenir un peu plus. Parce que c'était pas comme à Toronto, on était une sorte de groupe dérisoire. C'était des gens qui étaient dans une position assez bien établie. Mais quand même minoritaire, c'est une minorité substantielle. Et cette minorité substantielle aurait pu, je pense, faire des demandes si on avait été unis et vraiment organisés autour de cette idée-là. Ah, il y avait aussi cette épouse de Pierre Maronda. Ellie. Donc, ça aurait été possible. Et il y avait plusieurs personnes qui m'ont encouragé, qui ont dit il faut pas te laisser faire comme ça. Tu vas vraiment, Jean-Jacques Chalifou et Yvon Breton, des gens qui étaient sympathiques, pas de même tendance, mais sympathiques. Donc,
Mais aussi, il y a... de toute façon, je n'étais pas vraiment suffisamment intéressé dans l'aspect politique de l'université, n'est-ce pas? L'université. Les universités étaient très politiques si on les connaît. Et moi, je les connaissais un peu, pas trop peu. Et si, si les autres avaient fait des efforts un peu sérieux, moi, j'aurais épaulé ça. Mais Pierre aussi, oui, si tu dis l'évolution du côté des étudiants, ils étaient très mal formés à ce moment-là, au début, n'est-ce pas? Et très pris par ce mouvement marxiste extrême qui l'a rendu un peu ridicule aussi. Et c'était quand je voulais organiser quelque chose dans le contexte de collaboration France-Québec, les Français me disent, oh, c'est très bien ce que tu fais, mais tu n'as pas d'équipe. Tu n'as pas d'équipe. Je n'avais pas de personnes qui ont vraiment travaillé dans le même sens et en train de faire quelque chose d'intéressant. Donc le problème de développer vraiment une équipe, exactement ça, ça dépend d'une certaine maturité des départements qui n'a pas existé à un moment-là. Maintenant, c'est beaucoup plus probable. On pourrait organiser, par exemple, autour de travail avec les autochtones, par exemple, n'est-ce pas, ou les Maoris, ou quelque chose d'autre. On peut former des équipes avec toutes sortes de choses, de gens là-dedans, et qui ont vraiment une contribution sérieuse à faire, fait des lectures nécessaires pour travailler dans une équipe de ce type. Mais la formation des équipes, ça prend une certaine maturité. À Laval, l'université Laval, elle faisait partie du PQ à ce moment-là. Alors, donc la grève était partiellement politique et aussi Bourassa, je pense que c'était, il voulait faire croire que nous étions des terroristes et tout le reste de ça, n'est-ce pas? Alors, Bourassa a laissé la situation se détériorer sciemment. Il pensait qu'il pourrait alors défaire le PQ parce que faire croire à la population que essentiellement l'évêque était un terroriste, n'est-ce pas? Et là, il n'a pas réussi, évidemment. Mais dans cette période-là, c'était la période où quand Dumont était là. C'était des situations désespérées. Quand le PQ était élu, ça a pris 25 heures pour terminer la grève. Oui, c'était fini. Aussitôt que le PQ était élu, on est retourné au travail. J'étais, comme je dis, un peu la risée de mes amis quand je suis joint à ce département des affaires maories. Ensuite, j'ai commencé cette revue-là
d'Araujo. Et ça a réussi. Et ça a réussi parce que j'avais l'appui populaire des Maoris et en particulier des 4 membres des députés. Et quand les gens les fonctionnaires et les conservateurs, etc., ont voulu plus ou moins me mettre tuer cette revue que j'avais commencé, parce que cette revue était évidemment en train d'aller dans une direction qui n'était pas du tout l'assimilation, mais le contraire de ça, n'est-ce pas? Alors, au moment où ils voulaient faire ça, ce sont des députés maoris qui m'ont rendu ma réputation au Parlement. C'est comme ça. Ils pensaient que c'était très important ce que je faisais, que j'étais en train de publier toutes sortes de jeunes intellectuels qui n'avaient jamais été publiés et exprimer plus ou moins leurs points de vue autour, et aussi décrire les activités sociales qui pour eux étaient très importantes. Tout ça. C'était, je faisais ce qu'ils voulaient. Et donc, quand on volait des faits, ils ont posé des questions et exprimé leur appui essentiellement. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ce n'était pas une question de parti ou quelque chose comme ça. C'était une question de statut, n'est-ce pas? Si si eux, ils sont, acceptent de défendre mon point de vue, alors le public commence à se poser des questions. C'est ouvre la situation. Mais ces publications, elles portaient sur quel sujet? Ces publications, elles portaient sur quel thème? Qu'est-ce qui intéressait les Maoris de faire connaître à une audience plus large? Je ne me rappelle plus, mais je me rappelle ce que la raison pourquoi c'est devenu une question politique, c'est absolument ridicule. Il y avait un très bon poète maori, qui était à ce moment-là, dans les années 50, membre du Parti communiste. Il n'est pas vraiment très communiste, c'était un poète. Et il avait des amis. Mais bon, mais il était membre du parti de toute façon, ça c'est vrai. La poésie n'avait absolument rien à voir avec le marxisme. La poésie était rien, pas un mot qu'on peut prendre, où il a critiqué le gouvernement ou l'État, rien. Et ces livres-là, je peux vous montrer. C'est très très bonne poésie. Et moi j'ai voulu publier ça. Et alors on ne voulait pas le publier parce qu'il était un membre du Parti communiste. Et le sous-ministre qui était maori à ce moment-là trouvait que ça n'était pas très satisfaisant. Et il demandait à un professeur d'anglais à l'université de Wellington de dire si ces poésies étaient suffisamment bonnes, par exemple, pour être publiées dans une revue d'étudiants.
Et là, le professeur en question d'ici, absolument, de suffisamment bonne qualité pour ça. Et aussi, au même moment, le poète lui-même avait, j'avais, j'avais parlé au poète, mais on est tous pareil. Je dis, il faut envoyer ça à Landfall, ça c'était la revue littéraire officielle. On voit ça en Landfall. Je pense que ça va être publié. Et tu n'auras pas de problème politique. Ça, c'est vrai. Donc, le professeur a dit que c'était bon, suffisamment bon pour une revue d'université. Et alors là, il y avait choisi la meilleure revue de littéraire du pays à publier tout ce qu'il a, tout ce qu'il a envoyé. Donc, il n'avait aucun problème de se faire connaître. Et ensuite, il publiait partout. Il n'avait aucune raison politique. Mais moi, alors, et aussi, surtout, le sous-ministre, on n'a pas été très heureux par cette intervention politique dans notre revue. Et c'est à cause de ça que on a discuté de ça au Parlement, à cause de ça. Et là, ce sont les députés maoris qui m'ont appuyé. Et même si je ne me rappelle plus s'ils ont. Si c'était un gouvernement travailliste ou probablement c'était conservateur, je ne sais pas, conservateur, mais les conservateurs n'étaient pas, enfin, ce n'est pas un problème pour eux, c'est un problème que on a dû utiliser la censure d'une façon qui ne convenait vraiment pas à les idées générales des Néo-Zélandais. Donc ce n'est pas vraiment de la politique, mais je connaissais tout ce monde-là et sans eux, ça aurait été difficile. Et aussi, le fait de vendre 5000 copies de cette revue à une petite population qui n'a pas du tout l'habitude d'acheter de littérature de ce type. Aussi, ça a fonctionné. D'abord, c'est Freud qui a établi le mot comme subconscient et inconscient, etc. Oui. Et rendu tout ça plus ou moins intelligible. Mais ensuite, je n'avais peut-être pas très. On a compris assez vite que le lien entre le conscient et l'inconscient est toujours un peu précaire. Une chose est inconsciente, un moment peut être consciente après, n'est-ce pas? Mais aussi, on ne sait jamais si la chose qui devient consciente est vraiment la même chose qui était auparavant inconsciente, ou que c'est simplement une fabrication qui ressemble un peu à une inconscience qui reste toujours inconnue, n'est-ce pas? Et alors, des mouvements comme le mouvement surréaliste établit entièrement sur cette sorte de division entre le conscient et l'inconscient, avec l'espoir de retrouver ou repérer quelque part l'inconscient où se situerait une certaine vérité élémentaire, finale, n'est-ce pas?
Alors, le problème, c'est que l'anthropologie est très consciente aussi du fait que beaucoup de données semblent nous échapper parce que ne font jamais partie de la conscience du sujet, n'est-ce pas? Et tous les efforts qu'on fait pour récupérer cet inconscient qui reste évidemment inconnu pour toujours, c'est très risqué. Et on cherche un certain truc qu'on peut avoir pour repérer l'inconscient sans que ça paraisse, n'est-ce pas, au sujet qui supposément doit rester inconscient. Tout ça. Évidemment, c'est un jeu vraiment où on est toujours dedans. Alors, en littérature, ça commence à jouer un rôle de première importance chez Flaubert, n'est-ce pas? Parce que lui, la plupart des choses qui arrivent à cette femme-là, n'est-ce pas, sont des choses dont elle ne comprend vraiment pas ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Et, ensuite, avec Proust, ça devient encore plus évident, n'est-ce pas? Donc, l'histoire, donc, on peut se demander de quelle façon l'anthropologie, c'est plus ou moins, je ne sais pas, d'abord, Lévi-Strauss n'a jamais vraiment accepté cette catégorie, mais il a toujours voulu trouver une autre façon, par d'autres preuves, qui sont mesurables et qui ne sont pas entièrement irrécupérables, plus ou moins, par le rationnel. Ensuite, ce livre, cette collection de livres qu'on appelle mythologiques, entièrement une façon de travailler avec ce type de matériel, qui est aussi le type de matériel qui compte dans les mythes. Et ce que Lévi-Strauss fait, surtout dans les mythologies, c'est d'établir de sortes d'échelles. C'est-à-dire qu'il y a des petites différences entre choses être entièrement différentes, visibles, presque invisibles, et de toute façon, on peut voir des visibilités varier d'un cas à l'autre. Et on prend un autre dans une autre ethnie ou une autre histoire, là, la relation est différente. Donc, tu n'auras pas vraiment un inconscient, mais tu as ce qu'il appelle des qualités qui sont moindres ou plus grandes,
et la variété, la varie, n'est-ce pas? Ne varie pas ça. Et, on, on cherche toujours des preuves visibles de ce qui est en effet invisible. Hein? Et quand tu as un mouvement comme mouvement culturel chez les Maoris, n'est-ce pas? Alors, ce mouvement rend visible certaines idées qui ont été plus ou moins supprimées pendant la période ouvertement chrétienne. Donc là, l'idée d'une cette création le ciel et la terre qui sont séparés par les fils et la séparation des deux et la et aussi le signe envoyé entre la terre et la terre et le ciel pour exprimer l'amour qui existe toujours, n'est-ce pas? Donc, il y a la pluie, et il y a la brume, il y a toutes sortes de choses. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut voir dans le climat qui expriment la relation durable entre le ciel et la terre. Donc, mais là, en politique aussi, n'est-ce pas? On peut être conscient de la situation où on est, d'esclaves, au-dessus exploiter, abuser, ou tout ça, ou bien rester inconscient. Et le problème d'obtenir cette conscience, surtout dans le système marxiste, c'est essentiel avant on peut organiser un mouvement révolutionnaire ou un mouvement de changement de quelque sorte. Alors, donc le mouvement, le fait qu'une bonne partie de l'anthropologie contemporaine se préoccupe de ce problème de devenir conscient, n'est-ce pas? Ça veut dire que on cherche toujours les signes qui démontrent que le sujet en question fait partie ou devait faire partie d'un mouvement libérateur de quelque sorte.